Vladimir Poutine a affirmé que c'était la fin de l'hégémonie occidentale. Il s'est placé dans le rôle du porte-parole du reste du monde, des non-alignés. Que vous a inspiré cette diatribe contre l'Occident ? Je pense que la Russie est aujourd'hui dans une position de faiblesse parce qu'elle est en train de créer autour d'elle les conditions d'un isolement partiel ou relatif sur la scène internationale. On voit que, y compris la Chine, a marqué une prudence dans son vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur la reconnaissance des territoires et sur ces référendums dont personne ne peut admettre le résultat. Il y a des États comme la Serbie ou le Kazakhstan qui sont très proches de Vladimir Poutine et qui commencent à mettre, si vous voulez, à faire un pas en arrière et à dire que la stratégie dans laquelle est aujourd'hui engagé Vladimir Poutine est une stratégie qui est sans issue. Donc je pense que notre rôle et le rôle de la France, c'est de continuer à trouver les moyens de la paix, à faire en sorte d'apaiser les choses, de calmer la situation. Est-ce qu'on est en train de chercher les moyens de la paix en ce moment, selon vous ? Je pense que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, si on élargit un peu à l'Occident au sens large, pourrait faire entrer l'Europe et le monde dans un engrenage qui pourrait être mortifère et extrêmement dangereux, parce que moi j'entends la demande du président ukrainien d'intégrer très rapidement l'OTAN. Mais si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, tous les pays de l'OTAN ont un devoir par définition d'assistance à l'Ukraine, qui est un pays agressé, qui est un pays en guerre. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait créer les conditions d'une co-belligérance de la quasi-totalité des pays de l'OTAN. Donc je pense que cette candidature est malvenue, qu'elle n'est pas souhaitable. Mais je pense que là encore la France a raison. Je pense qu'elle n'est pas souhaitable et qu'il faut encore une fois faire en sorte de trouver les conditions de la paix. Mais je veux dire, l'histoire est tragique, mais il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. On s'aperçoit que les sanctions qui ont été prises, il y a des sanctions qui marchent, les sanctions sur les semi-conducteurs, les sanctions bancaires, les sanctions sur les oligarques, mais on voit que les sanctions énergétiques qui ont été prises peuvent être parfois plus douloureuses pour le peuple français et pour les peuples d'Europe qui voient l'inflation exploser dans nos sociétés et dans leur économie. Et pendant ce temps-là, la Russie continue à s'enrichir. Alors vous parlez de la paix, mais quel peut être le visage de la paix dans les circonstances? Est-ce que ça implique des concessions mutuelles, d'accepter en dernière instance le rattachement des territoires à la Russie, le débarquement de Vladimir Poutine comme le demande M. Zelensky? Quel peut être le visage de la paix aujourd'hui? Non, mais il faut être sérieux. Je pense que ces deux hypothèses ne sont pas sérieuses. Je veux dire, ces référendums-là qui sont organisés, on ne peut pas admettre le résultat de référendums qui sont organisés alors que le sang coule encore, alors qu'on est en zone de guerre et alors même que la souveraineté d'un État a été violée. En vérité, la Russie cherche à utiliser l'expression démocratique par excellence, qui est le référendum, pour légitimer l'agression de l'Ukraine. Donc je pense que, évidemment, ces référendums ne doivent pas être reconnus, parce que là encore, ils se font en violation de tous les principes démocratiques, et on sait qu'il y a une grande partie de la population qui, dans ces régions, plutôt de tendance pro-ukrainienne, a d'ores et déjà fui devant les attaques russes. Mais alors qu'est-ce qu'il faudra faire dans quelques temps? Est-ce qu'il faudra risquer un affrontement global et direct en soutenant l'Ukraine pour qu'elle puisse les reconquérir, ces territoires aujourd'hui annexés? Jusqu'où faut-il aller Ça veut dire quoi, soutenir? Enfin, je veux dire, nous on était favorable à ce qu'il y ait une aide qui soit faite au niveau des réfugiés, une aide humanitaire qui se mette en place de la part de la France, à ce que la France puisse livrer des armes défensives, mais certainement pas des armes offensives, parce qu'à partir du moment où la France se mettrait à livrer... Mais c'est normal, parce que c'est extrêmement subtil. À partir du moment où la France se mettrait à livrer des armes offensives à l'Ukraine, la France se placerait de facto en position de co-belligérante. Or, est-ce que les Français souhaitent aujourd'hui voir la France et la Russie, qui sont deux puissances nucléaires, entrer mutuellement en guerre? La diplomatie française a été... Les Américains livrent, c'est aussi une guerre. Oui, mais les Américains poussent aux tensions depuis des années dans la région. Je veux dire, l'élargissement de l'OTAN était aussi, quoi qu'on en dise, dans cette région, un facteur de tension, alors même que les accords implicites, tacites qui avaient été passés à l'effondrement de l'URSS au tout début des années 90 prévoyaient, si vous voulez, une non-extension de l'OTAN sur les frontières de la Russie. Donc, si vous voulez, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, il y a un deuxième volet, c'est le non-respect des accords de Minsk. Il y a des accords de Minsk qui avaient été mis en place et qui auraient dû être respectés, là encore, des deux côtés. Nous en sommes très loin. J'ai l'impression que vous reprenez un petit peu le narratif que vous aviez il y a quelques mois. Vous croyez qu'il prévaut encore aujourd'hui? Parce que la question aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas entré dans une autre phase de la guerre? C'est-à-dire depuis les territoires annexés, depuis ce qui s'est passé, le sabotage des gazoducs Nord Stream, vous avez vu qu'il y a également le leader, comment s'appelle-t-il, qui appelle à aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a un risque d'engrenage? Mais bien sûr mais bien sûr qu'il y a un risque d'engrenage. Je veux dire, jusqu'où? Oui, mais je pense qu'il y a un risque d'engrenage. Et je pense que les menaces d'utilisation d'armes nucléaires, en tout cas de frappe tactique, doivent être prises extrêmement au sérieux.
Donc, si vous voulez, voilà pourquoi je pense que là, il y a un risque d'engrenage qui est évident. Maintenant, on s'aperçoit que les sanctions qui ont été prises aujourd'hui n'enrayent pas la guerre. Mais que l'énergie, les hydrocarbures qui ne sont pas vendus par la Russie à l'Europe parce que l'Europe prévoit de ne plus en acheter, et ça encore c'est extrêmement hypocrite parce que le pétrole qu'on n'achète pas à la Russie, on achète du pétrole russe qui transite par l'Inde ou par l'Iran qui nous revend beaucoup plus cher. Mais on s'aperçoit que ce qui n'est pas vendu à l'Europe est vendu à la Chine, est vendu à l'Inde, est vendu à l'Égypte. Donc la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Attendez, vous dites que la Russie s'est adaptée, en tous les cas qu'elle a contourné nos sanctions, qu'elle s'est adaptée. Qu'elle nous a remplacés par d'autres vraiment grandes évidemment, puisque 80% du monde continue à commercer. Alors, 80% c'est relatif, mais 80% du monde continue à commercer avec la Russie. Les revenus d'hydrocarbures de la Russie ont augmenté de 40% par rapport à l'an dernier. Les excédents commerciaux russes ont été multipliés par 2 par rapport à l'an dernier. Donc, si vous voulez, moi je dis attention à ne pas se tirer une balle dans le pied. Mais encore une fois, en l'état actuel des choses, la question qui se pose, c'est la reconnaissance ou non de ces référendums. Et ces référendums sont une farce qu'il convient évidemment de dénoncer.